Salut tout le monde, on est en live. Coucou Hunter, comment tu vas? Salut, merci pour l'accueil, ça va très bien, nickel, top top. Super. Donc je vais te présenter parce que c'est une première sur un format live. Tu fais du contenu sur Twitter et sur YouTube, mais pas forcément en live. Donc Hunter, c'est un pote IRL que j'ai rencontré au Luxembourg, dans les meet-up du Luxembourg qu'on fait en commun avec Darkemy du coup. Ouais, exactement. Ouais. On se connaît depuis fin 2021. Donc là, cette fois, on n'aura pas de webcam. On garde un petit peu de vie privée, mais par contre, on va pouvoir parler de sujets qui vous intéressent, donc de l'airdrop, de l'investissement, du montage de nœuds. Et quand je vous parle d'investissement, ça peut être aussi bien du spot, de l'ICO, du NFT. On va parler vraiment pognon. Je sais que ça, c'est un truc qui vous chauffe. Et puis surtout, on a quelqu'un qui bouffe du marché, hein, autant qu'il peut. Comment tu vas en tout cas, toi? Bah écoute, ça va, donc le marché est dans le vert, donc ça a explosé assez rapidement, on n'allait pas s'attendre à tout ça, mais on est prêt, on était là, on a taffé pendant le beer, donc on est là. Exactement. Toi, ça fait combien de temps que tu es dans les cryptos? Alors moi, ça a démarré en 2017. En 2017, ça a été très vite, donc je suis parti dans le minage, hein, donc ça Ouais. m'a vite intéressé. Et du coup, après, j'ai rebondi sur les investissements. À la base, j'étais vraiment sur la partie tech. Et bien sûr, l'argent appelle. L'argent, bien sûr. Bien sûr, pas Voilà, de tabou exactement. ici. C'est ça. Mais ouais, quand tu parles de partie tech, tu veux dire aussi bien ce qui va être à l'époque, c'était les masternodes, j'imagine, les layer one alternatifs, ce genre de choses. C'est ça. En fait, on m'a parlé tout de suite de Bitcoin et j'ai tout de suite rebondi sur Ethereum. Et du coup, je suis parti sur une ferme de minage, donc investissement dans les cartes graphiques, montage de rigs, location Ok. d'appartements pour y mettre des Ah oui. rigs. Cette Et partie assez fort en fin 2018. et à l'époque, en France, tu faisais ça? Ouais, en France, ouais. Ok, donc avec une électricité assez plein pot, même si c'était pas très dérangeant sur Ether, tu me diras, à l'époque. C'était un peu dérangeant quand l'Ether était aux alentours des 30-50 $, mais après, on a vite vu les résultats positifs. Donc, on a continué, quoi. Mhm. Donc toi, t'es arrivé plutôt début 2017 ou après? Après le bull run. Après le bull run Ok. de. Ok, très bien. Mais bon, il y avait quand même de quoi manger pour ceux qui sont restés accrochés à leurs Ethers. Et au final, quand on a mangé le cycle de 2021, tout ce minage a payé. C'est ça que tu as essayé de nous dire. Exactement, ouais. Ok, superbe. Et du coup, toi, au niveau investissement, tu as plutôt mis dans le minage au final ou tu as scale avec du spot? Les deux, spot et minage. Donc, en gros, c'était beaucoup ICO au départ. C'était la mode à l'époque, c'était la narrative, hein. Donc, j'ai essayé, je contactais directement les projets, donc D'accord. par mail, vraiment un peu à l'arrache. Et j'avais des réponses positives et je rentrais avec des petits moyens, mais ça a bien payé. Ok, tu vois, ça c'est intéressant. Premier sujet, vous voyez, des fois on vous parle de pre-sale. Hunter, il a eu les couilles d'y aller directement par mail pour essayer de rentrer et des fois il avait du positif et en tant que simple investisseur, il a pu rentrer dans des projets. Ouais. Et il te disait pas, ouais, il faut un ticket minimum de temps. En fait, il y avait des tickets minimum. Bon, c'était pas si élevé à l'époque, mais en négociant, tu pouvais rentrer avec des 2000 $, des 5000 $. Donc, ça restait accessible. Après, si tu avais un ou deux potes, il y a toujours moyen de rentrer, quoi. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et Ouais. aujourd'hui, c'est plus difficile ou pas? Ouais, je pense que c'est plus difficile au niveau des ICO. Après, bon, il y a des sites qui sont spécialisés. Il y a Conlist, hein, qui accompagne pas mal les petits protocoles au démarrage. Donc, moi, je passe encore par Conlist. Ok. C'est plus l'époque de Flow, hein, ou de Solana à Conlist, mais il y a eu des belles surprises dernièrement. Et de Casper aussi, hein, parce Casper que. aussi. Casper, d'ailleurs, je suis toujours en staking dessus. Donc, moi, le but, c'est de faire du rendement, hein. Donc, je rebondis sur d'autres projets et bien sûr, je laisse pas dormir mes tokens. Il y aura bien entendu une rediffusion sur YouTube et je lis vos messages, hein, donc n'hésitez pas à interagir avec Hunter, lui poser des questions. Là, c'est l'occasion, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai appâté un peu avec le farming d'airdrop, mais en réalité, il fait vraiment tout. Et toi, tu as un travail à côté en plus, c'est pas comme si tu Ouais, étais exact. full-time. J'ai un boulot à côté, c'est pour ça que j'essaie de garder pour l'instant l'anonymat. Mais il n'y a pas de souci, on peut parler wallet, on peut parler bag, on peut parler investissement. Je suis OP là-dessus, il n'y a aucun problème. Et sans rentrer trop dans les détails, c'est un boulot où tu as la possibilité d'être derrière quand même un écran pour pouvoir surveiller ce qui se passe? Non, non, honnêtement, c'est très compliqué. Donc, dès que j'ai du temps libre, c'est full crypto, hein. Ok, très bien. Donc après le boulot, le week-end, quoi. Voilà, après, c'est une passion, donc moi, c'est pas une contrainte d'être à plein temps sur les cryptos, enfin, d'utiliser mon temps libre pour ça. Et j'aurais une autre question peut-être pour les gens qui sont moins habitués, qui nous écoutent, parce que là, il y a pas mal de nouveaux, des nouveaux entrants aussi. Est-ce que c'est trop tard selon toi? Est-ce qu'il faut un budget quand même conséquent, par exemple 5000 balles, 10 000 balles pour rentrer, ou il y a vraiment moyen de s'amuser, selon toi, encore une fois, sur ce marché avec pas grand-chose? Franchement, je pense qu'il y a même moyen de s'amuser avec rien. Si on est curieux et qu'on a vraiment du temps,
Il y a moyen de faire des testnets. Il faut vraiment s'investir, c'est sûr, mais on peut s'amuser avec sans fonds. Bien sûr, quand on a des fonds, c'est plus pratique, hein, on gagne du temps. Et l'idée pour moi, c'est de faire un mix. Si on a des fonds, de faire un mix avec une partie staking, par exemple, et une partie où on taffe dur sur les testnets. On bloque pas mal de son temps pour pouvoir participer à différents testnets, et ça nous permet de découvrir aussi le Web3 et tout ce qui se passe dessus. Parce que moi, le but de la chaîne, en fait, c'était d'accompagner les gens, partager mon expérience et de leur expliquer que d'avoir des cryptos, c'est bien, mais de les laisser sur un exchange centralisé, franchement, c'est dommage. C'est comme si on investissait dans une action Apple et qu'on n'avait jamais eu un iPhone dans les mains. Je le vois un peu comme ça, moi, ou dans une action Google, et d'avoir jamais utilisé un navigateur, un navigateur Google. On ne sait pas à quoi on s'expose, et c'est dommage. Je suis d'accord avec toi. Bah, du coup, je vais commencer à te poser des questions sur les testnets. Il y a des moyens vraiment gratuits d'y aller, c'est-à-dire tu suis des projets, tu fais quoi? Tu fais des missions sur Galaxy, sur Alors, d'autres trucs oui, exactement. Tu as Galaxy qui est pas mal, tu as Intract, tu as Layer 3. C'est vraiment des sites qui proposent des quêtes gratuites. Et participer au Discord, on a vu que dernièrement, avoir un rôle dans les Discords, ça avait bien payé. Je pense à Nomad. Ok. Ouais, Nomad, le fait d'avoir un rôle, je crois qu'on était éligible à l'airdrop de Wormhole. Donc, c'est quand même super intéressant de participer. Et surtout, c'est hyper communautaire. Donc, ça permet de s'aider, de s'entraider entre les gens du Discord. Et on voit que c'est une communauté très jeune et qui est vraiment open à, comment dire, à l'accompagnement. Donc, tu rejoins le Discord, tu parles avec les gens et le filon vient de lui-même un peu. Exactement. Tu vois, par exemple, j'ai vu que tu avais couvert un peu io.net. D'ailleurs, tu étais très early dessus. J'ai vu de tes vidéos il y a plus de 3 mois de ça. Et là, le Discord est en pleine ébullition. Et tout le monde cède. Il y a une partie FR dessus. Donc, les Français cèdent. Le fait d'aider les autres, ça te permet d'avoir un tiers supérieur. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc là, quand tu parles de tiers, c'est qu'effectivement, dans le cas précis d'io.net qu'on a couvert sur Coin Academy, il y a potentiellement un airdrop qui arrive avec justement différents paliers. Vous commencez niveau 0, vous arrivez sur le Discord et après, on vous demande de faire différents types de tâches pour pouvoir augmenter votre niveau, comme suivre les AMA, participer avec la communauté, faire des quêtes Galaxy, potentiellement mettre à disposition votre matériel. Mais voilà, c'est juste, vous faites avec ce que vous avez, vous faites de votre mieux et potentiellement, ça va payer. Clairement. Et comme tu disais, est-ce qu'on peut rentrer à l'heure actuelle dans les cryptos sans fond? Pour moi, à l'heure actuelle, il suffit juste d'avoir un Discord et un compte Twitter. Si vraiment on est passionné et qu'on est pris par les sujets, la majorité des quêtes, c'est des quêtes sociales. Donc, c'est interagir sur les réseaux, interagir sur les réseaux beaucoup. Ouais, C'est exactement. suivre des comptes, retweeter, commenter, donner de la force plus ou moins. Donc, ça prend un petit peu de temps. Mais tu peux être personne, c'est-à-dire avoir un Twitter parti de zéro, ce que tu as fait d'ailleurs assez récemment, hein. Ouais, On ouais. pose une question, tu vois, est-ce que tu as toujours eu vocation à éduquer les gens du Web3 dès que tu as découvert le marché? Je pense que ça fait un moment que ça te parle, mais tu l'as fait assez récemment. Je l'ai fait assez récemment. Je l'ai fait parce que finalement, il y a beaucoup d'amis, des connaissances qui me demandent comment être éligible, comment gagner de l'argent avec les cryptos. Et je leur explique les airdrops. Et les airdrops, ça parle pas à tout le monde. Donc, Clairement pas. c'est vraiment lié à l'écosystème crypto. Et alors, je leur explique que j'ai eu par exemple Uni. Tu te rappelles de ce fameux airdrop? C'était une belle Uniswap. surprise, hein. Ouais, Uniswap, ça représentait un SMIG. Ceux qui l'ont holdé, c'est monté bien plus haut. Tout ça, c'était des belles surprises et c'était juste des récompenses parce qu'on avait été curieux d'aller tester l'appli sur le Web3, d'avoir créé une petite pool de liquidité. Et moi, à l'époque, j'étais hyper hypé. Je me suis dit, ouais, génial, je peux être la petite banque, quoi. Je vais mettre un peu d'Ether, un peu d'USDC et je vais jouer à la banque. Et on a été récompensé grâce à ça, en fait, par notre curiosité. Parce qu'à l'époque, pour redonner le contexte, Uniswap de base n'avait pas de jetons. C'était une application. Les gens qui interagissaient avec la plateforme ont reçu plus tard un airdrop. Mais ce qui a motivé cette chose, c'est qu'il y a eu une opération un petit peu pirate. Il y a SushiSwap qui est sorti direct avec un jeton, ce qui a affolé Uniswap. Et du coup, Uniswap s'est mis derrière à faire un airdrop à son tour et à récompenser les utilisateurs de son protocole. Donc, comme tu dis, c'était une surprise. Et souvent, les airdrops, c'est aussi ça. C'est de plus en plus évident. Mais plus c'est évident, plus il y a de monde qui farm et potentiellement moins il y a à manger. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à manger. C'est juste que vous avez peut-être pas tapé du 4 chiffres ou du 5 chiffres, vous en avez tapé que 3, ce qui est déjà très bien quand vous commencez. Exactement, et c'est pour ça que moi je suis parti sur le nom Crypto Hunter, parce que c'est pas du farming. En fait, il faut vraiment chasser le projet qui va récompenser. Et des fois, c'est peine perdue, ça sert à rien de perdre son temps sur des projets qui vont être trop dilués. Et ça, on peut le voir par rapport au nombre de participants dans les Discord.
les interactions sociales. S'il y a vraiment trop de monde sur un projet qui est trop fermé, on peut regarder les tokenomics, ce qui est alloué au airdrop. Et bien sûr, ça vaut peut-être pas la peine de perdre son temps. Il y a peut-être d'autres projets plus intéressants. Superbe. Et bah écoute, je vais te challenger justement. Donc tu nous parlais d'Uniswap. Est-ce que tu as d'autres airdrops qui ont été des bonnes surprises pour toi? Est-ce que tu les as sentis arriver ou justement est-ce que ça a été complètement au hasard? Alors, à la suite d'Uniswap, pour la petite anecdote, j'ai eu Uniswap 2 fois, donc c'était 2 fois une surprise. Et pour la petite histoire, j'avais pas capté qu'on pouvait faire des pools de liquidité sur le même wallet. Donc j'en avais fait sur plusieurs wallets. Et donc j'ai eu la surprise 2 fois, donc c'était une belle récompense. Et ensuite, j'ai eu OneInch, ENS, Ethereum Name Service, c'est ça. Et ça, je l'ai eu parce que avant de rentrer dans les cryptos, j'achetais des noms de domaine. Et quand j'ai vu que c'était possible sur .eth, je me suis dit, ouais, ça aussi, ça peut être jouable, ça peut être un investissement rentable de minter un nom de domaine pour pouvoir peut-être le revendre par la suite. Et là, je l'avais fait sur pas mal de wallets. Et là, franchement, ça avait bien régalé. Et alors que c'était aussi une surprise. Hein. C'était pas sûr que ça allait tomber, quoi. Et par contre, après, il y a des choses qui se répètent. Par expérience, on sait que quand il y a des noms de domaine sur des nouvelles blockchains, ça coûte rien, surtout avec les frais actuels, ça coûte rien d'aller en minter quelques-uns. Super. Et ensuite, bien sûr, il y a eu OP, Optimism, Arbitrum, il y a eu pas mal de airdrops liés au gaming, IMX, Immutable X, ouais. Donc moi, j'avais participé à la ICO sur CoinList. Mais juste avant, comme j'investis pas dans n'importe quoi et je veux toujours tester dans quoi je mets mes fonds, j'avais testé la plateforme Immutable X en achetant des NFT, en interagissant avec, et on a été régalé grâce à ça. Parce que c'est une marketplace de NFT aussi, Immutable X. C'est ça, ouais. C'est une blockchain qui fait aussi une marketplace de NFT. Et d'ailleurs, ils ont récompensé les premiers utilisateurs avec l'airdrop de Starknet il y a peu de temps. Oui, j'ai vu ça. D'ailleurs, il y a visiblement des soucis pour certains pour le claim, mais en tout cas, ouais, tout ce qui est sur des StarkEx, donc Sorare, Immutable X, il y a Rinofi, et je sais plus quoi, vous avez possibilité de croquer des jetons. Ouais, moi, c'était une belle surprise parce que j'ai un peu utilisé Starknet, j'ai eu une petite allocation, et les grosses allocations que j'ai eues, c'était avec Sorare et IMX. Ok. Et pareil, Sorare, tu as mis un peu de sous, comment ça s'est passé? Sorare, j'ai mis un peu de sous parce que déjà, c'était un super projet, c'est une grosse licorne. Hein. Et le projet est très intéressant. J'ai commencé à spéculer sur l'achat de NFT, hein, donc football, alors que je suis pas très fan de foot. Hein, et j'avais trouvé ça intéressant. Et je me suis toujours dit que eux, ils allaient faire un airdrop pour créer un token. Bon, ils l'ont pas fait. Mais par contre, on a été récompensé sur Starknet. Yes. Ouais, donc par contre, vous comprenez bien, les gens qui nous écoutent, qu'on a affaire à quelqu'un qui a tendance à y passer quand même beaucoup de temps et à toucher beaucoup de choses. C'est-à-dire que toi, tu n'attends pas forcément qu'on vienne te servir au travers de médias, de tweets, etc., une solution toute prête. Tu vas vraiment chasser le truc. C'est ça, il faut vraiment essayer d'anticiper. Bon, après, avec l'expérience, il y a des choses qui se répètent, hein, comme je viens de le dire. Mais tu vois, je sais pas, je pense que toi, tu es rentré aussi dans Jupiter et Pits Network pour participer à la DAO. Tu vois, ça, je trouve que c'était un move intéressant. En Pits Network, on était aux alentours des 30 cents. Là, on n'est pas loin du dollar. Et ça nous permet de claim des airdrops. Alors que c'était pas forcément le but à la base. Hein. Le but, c'était de participer à la DAO. Donc ça reste des moves intéressants, comme Jup, hein, avec leur token, Jupiter avec leur token. Ça reste très intéressant de participer et de spéculer en parallèle sur le token. Donc on a la chance de participer à la DAO et de pouvoir bénéficier d'un token qui régale, quoi. Yes, alors on me dit, il y a un tremblement de terre chez moi. Non, c'est qu'en fait, j'ai un tic. Je gigote tout le temps de la jambe et ça fait bouger tout le bureau. Je m'en excuse. Je fais une transition du coup. On va parler de tes bagues, on va parler d'autres trucs. Je sais que tu fais beaucoup de montage de nœuds. Est-ce que c'est quelque chose qui a payé chez toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes de faire? Alors, en toute transparence, j'ai monté pas mal de nodes. Vraiment beaucoup. J'ai essayé de participer à beaucoup de projets. Et j'ai eu très peu de chance parce que finalement, il y a beaucoup de loteries quand on monte des nodes. Donc, on peut avoir une bonne santé de notre node, être là pendant toute la durée du testnet et pas être sélectionné. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, je l'ai vécu avec Celestia. Celestia, les gars qui ont été sélectionnés, ils ont pris une sacrée allocation. Des millions. Exactement, des millions. Mais en parallèle, ça m'a fait découvrir Celestia et je me suis intéressé au projet. Donc, on reste gagnant parce qu'on acquiert quand même des connaissances. Et maintenant, monter un node, c'est la rigolade, quoi. Et ensuite, il y avait Massa, je crois que tu l'avais fait aussi, toi.
Massa, oui, alors j'ai fait les testnets moi. Ouais. J'ai fait les testnets, mais plus récemment, Massa me disait que Cantabo, ça marchait pas. J'ai voulu aller chez un VPS moins cher. Ils m'ont pris la tête sur la KYC pour au final me dire qu'elle était irrecevable. J'ai laissé et du coup, je m'assois sur un yield sur des jetons Massa et je sens que j'ai le regretté d'ailleurs. Ouais. Mais il y a plein de choses comme ça où je sens que j'ai le regretté. On a une question dans le chat intéressante. Vous aurez 10 secondes pour expliquer le fonctionnement des airdrops. Je suis dans le minage. Je comprends pas toujours comment on peut créer de l'argent gratuit avec les airdrops. En fait, c'est pas vraiment de l'argent gratuit. C'est vraiment pour décentraliser le projet, que tout le monde ait des tokens, qu'on puisse les échanger entre nous. Et ça permet aussi de faire connaître le projet, hein. Il faut pas se mentir. Là, il y a Nîmes qui vient de tomber. Nîmes, à l'heure actuelle, pour les stakers de Dailymotion, il y a un mois de ça, personne ne connaissait Nîmes. Là, tu vas sur Twitter, il y a tout le monde qui parle de Nîmes parce que l'airdrop vient de tomber. Ça fait une grosse publicité aussi, hein. Bien sûr, bah, c'est du marketing gratuit, hein, c'est surtout ça l'objectif. Et c'est aussi une façon de distribuer des jetons, mais aussi de faire participer les gens chez toi, qui est totalement dérégulé, on va pas se mentir. Ouais. Aujourd'hui, c'est aussi un moyen pour certains projets d'éviter de se prendre la tête avec certaines réglementations. Et je pense que fin 2024, ils vont nous inventer quelque chose pour venir nous casser la tête. Oui, on l'a dit souvent, c'est des ICO déguisés. En fait, ça permet de mettre en place des distributions de jetons plus facilement. C'est beaucoup plus simple. Donc c'est pas la mort signée des airdrops, mais ça va probablement se complexifier. Donc là, c'est un peu la période où c'est, je vais pas dire ça commence à être un peu tard parce qu'il y a tout le monde qui est sur le coup, mais ça commence à être la période de turbulence, je dirais. Il faut en profiter encore quelques mois et après, ça va devenir de moins en moins payant. En fait, c'est un cycle qui revient régulièrement sur ce marché des cryptos. En 2017, il y avait les ICO, donc dès que tu investissais dans un projet ICO, généralement, tu faisais un multiplicateur et puis il y a eu une démultiplication des ICO et ça devenait de moins en moins rentable jusqu'à devenir carrément pas rentable, voire 85% des ICO qui se sont terminés par des projets non délivrés, des jetons qui sortaient pas, des arnaques, quoi, disons les termes. C'était la même chose avec les NFT. Au début, il y en a qui ont eu le courage de s'amuser avec les NFT. Ça a été très payant pour certains. Je pense au Bored Ape, par exemple. Et progressivement, il y a eu des NFT pour tout et n'importe quoi. Et comment dire, après, ça devient de moins en moins rentable. Donc là, le cycle, il est plutôt au niveau des airdrops. C'est un superbe coup marketing et c'est vraiment un super moyen de pousser l'adoption. Mais ça ne durera pas éternellement comme ça, je dirais. Ouais. Après, c'est aussi un moyen de tester, de mettre en stress test les blockchains ou les protocoles. C'est aussi pour ça, hein. C'est pour vraiment voir si ça fonctionne, si les utilisateurs ont donnent un bon retour sur les protocoles. C'est aussi un début de première. Bien sûr. Ouais, là, on parle plutôt des testnets, mais... Je reprends un petit peu ce qu'on s'était noté aussi. Donc, tu m'as parlé de pas mal de choses que tu as pu toucher. Donc, Uniswap, Ethereum Name Service, OneInch, qui est un agrégateur de DEX, Optimism, Arbitrum, que tu as utilisé avant qu'il y ait des jetons. Ouais. Celestia. Oui, aussi. encore, j'en oublie pas mal. Il y a Sui, il y a Aptos. Ok. À chaque fois, c'était quoi? C'était parce que tu stakais de l'Atom, du Osmo? Non, pas forcément. Tu vois, ma plus grosse allocation que j'ai eue sur Celestia, c'était sur mon adresse EVM. D'accord. Donc, pas forcément. Tu vois, j'avais de l'Atom en staking et j'ai plusieurs adresses que j'utilise quotidiennement, hein, et c'est celles-ci qui m'ont plus récompensé sur Celestia. Celestia, par rapport à où on se trouvait dans le marché, j'ai vraiment pris la décision de rien vendre. Parce que ça faisait quand même un gros bag. Et là, je me suis dit, j'ai l'impression que ça va vraiment péter. Je mets tout en staking. Cosmos a toujours récompensé les stakers. En boule. Voilà, en boule, s'il faut le souligner. Et du coup, je pense que j'ai fait un bon move. Et ça nous a donné Dailymotion. Donc maintenant, Avec Dailymotion, ça donne Nîmes. Exactement. Et Dailymotion, il fallait pas en mettre... Enfin, il fallait pas beaucoup de Celestia stakés pour toucher du Dailymotion. Donc ceux qui avaient fait du multi-wallet, on s'est régalé, quoi. Tu m'as parlé donc Immutable X. Tu m'avais noté le GUD, le GUD, je connais pas du tout. God On-Chain, donc le TCG, Trading Card Game. Ah oui, Ouais. God On-Chain, d'accord. Ouais. Donc pareil, moi j'avais acheté pas mal de cartes aussi pour spéculer dessus, hein. Je suis pas trop fan des TCG. J'aime bien le principe, mais je joue pas forcément. Et du coup, on a eu aussi des airdrops là-dessus. J'avais participé à l'ICO sur CoinList. Donc tout ça cumulé, ça fait des belles récompenses. Ok. Plus récemment, donc du Stark, tu disais, du Half Player aussi. Et là, tu joues quoi maintenant? C'est quoi un peu tes stratégies de farming en ce moment? Alors moi, je recommande de faire un mix entre les testnets gratuits,
bien sûr, si vous avez des petits moyens, comment dire, vous équilibrez ça en fonction de vos fonds. Mm. Mais moi, actuellement, je fais un mix en staking. Donc, j'en ai parlé juste avant avec Bits Network, Jupiter, bien sûr Cosmos avec Celestia, Multi-Wallet Celestia, Multi-Wallet Dim, Injective, Osmo, Axelar aussi. Donc, ça, c'est 50%, on va dire, de ma chasse aux airdrops. Hein, c'est le staking sur Cosmos. Et aussi, bien sûr, participer à la gouvernance, choisir les bons validateurs. C'est pas si simple que ça, en fait. Hein. Donc, tu peux m'en dire plus pour cette histoire de validateur et de gouvernance? Donc, toujours essayer de trouver un validateur qui est classé hors top 20 pour décentraliser au maximum et éviter les SEX, les Central Exchange, parce qu'ils ont tendance à pas redistribuer les récompenses. Donc ça, il faut le savoir, il ne faut pas se louper, ça reste important comme conseil. Et ça, sur les Discord, vous allez sur notre Discord, où il y a pas mal de farmers en France. Hein. Ça, c'est très bien expliqué, la communauté française accompagne. Donc là-dessus, vous aurez le maximum d'informations. Mais c'est des points à prendre en considération. Yes. Alors, pour ceux qui nous écouteront sur YouTube, je vous mets en description les réseaux Twitter et YouTube de l'ami Hunter. Je vous les mets également dans le chat tout de suite. Voilà, pour les intéresser. Alors, attendez, est-ce que ça m'a pas fait un URL bizarre? Non, ça a l'air d'être OK. Super. Donc, voilà, vous pouvez le suivre. Il n'est pas encore sur Twitch, mais peut-être que ça viendra. J'imagine que tu réponds aux commentaires, que ce soit sur Twitter et sur YouTube pour le moment. Tu as le temps. C'est très positif, ça me fait vraiment plaisir. C'est ce qui nous encourage aussi à continuer, enfin, ce qui m'encourage à continuer. Donc, merci pour tout. Hein. Bah, écoute, avec plaisir. Ouais. Et du coup, donc, je disais 50% donc, en mix staking. Après, il y a des airdrops on la joue un peu plus actif, comme Layer 0, zk-Sync. Donc ça, il faut être très actif sur son wallet. Hein. Donc, marquer la blockchain de temps en temps, faire du volume. Sur Starknet, je joue Avenue en ce moment. Ok, ouais, l'agrégateur de DEX, AVNU, ouais. C'est ça. Tu fais quoi? Tu fais plusieurs transactions? Plusieurs transactions, j'essaie de choisir des routes différentes. Je ressors mes fonds, je les passe par un bridge, je les mets sur Nostra. Donc, c'est pas mal de manipulations à faire. Mais j'essaye de faire du volume à l'heure actuelle sur Avenue parce qu'il y a un ranking. Il faut savoir qu'il y a un ranking sur Avenue. Okay. Et je pense pas qu'ils ont mis un leaderboard pour rien. On sait qu'il y a eu aussi des agrégateurs comme OneInch qui avaient régalé dans le passé. Donc, par expérience, je joue Avenue. Ok. Très intéressant. Tout ce qui est restaking, j'imagine que tu es positionné aussi là-dessus. Oui, bien sûr, sur Eigenlayer. Et après ça c'est des autres montants. Donc, pas tout le monde ne peut le faire. Je vais être transparent, mettre 50 balles en staking d'ETH sur Eigenlayer, c'est pas intéressant. Rien que pour les sortir et les rentrer, ça va pas le faire. Il y a quand même des frais de gaz. Et quand on farme des airdrops, quand on chasse les airdrops, il faut prendre en considération tous ces frais. Il faut essayer de les minimiser, de les couvrir et faire les bonnes rotations pour récupérer les frais perdus, en fait, dépensés. Et comment tu fais tout ça? Tu utilises Excel? Alors, j'utilise un super outil. Donc, pour la petite histoire, je voulais faire un tableau Excel que je voulais partager à la communauté, à ma chaîne et au nouveau Discord qui est en construction. Et là, je suis tombé sur le guide de Red Explorateur. Donc, okay. Je pense que tout le monde connaît. Enfin, les gens qui sont exposés aux airdrops connaissent. C'est du très, très lourd. Hein. On a fait une vidéo d'ailleurs avec Red, personne très sympathique. On a passé 1h30 à discuter d'airdrop. Vous pouvez venir voir la vidéo. Hein. C'est sur Twitter, sur le guide des airdrops, Red-Explorateur Notion, là, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok, je vous le mets dans le chat, je vous le mets en description YouTube. Alors ça, c'est un super outil, parce que dedans, il y a les airdrops qui sont en cours de claim. Ouais. Continue, hein, t'inquiète pas. Donc il y a les airdrops passifs, les airdrops actifs. Il y a des raccourcis vers ces threads. Donc, il explique très bien comment les farmer. Donc, moi là-dessus, si vous voulez, j'utilise ça. Et après, je vais faire une petite vidéo où moi, je vais dans le dur et je fais les transactions en vidéo sur mes wallets. Et je montre aux gens comment staker, comment créer un compte MetaMask. Page not found, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a supprimé, il l'a changé selon toi? Il le met à jour, donc regarde. Ah, c'est peut-être ça. Bon, faudra regarder. Je vous mettrai en temps voulu le lien si je le trouve pas tout de suite. On a un Discord, on a un guide ici. Ouais, c'est le guide. Voilà, c'est lui. C'est lui. Je l'ai. Parfait. Voilà, et donc on retrouve les projets, le claim en cours, où ça en est. Ah oui, on a les dates et tout. Ah, franchement, il n'y a pas besoin de réinventer la roue, là, il y a tout. C'est très très lourd. Regardez le poulet qui nous est offert par Hunter et Red Explorateur. Attention, c'est très grave ce qui est en train de se passer là. Okay. Et là, du coup, donc il y a ces threads pour vraiment avoir la version, on va dire, papier. Hein. Et moi, après, je vais dans le dur et je fais les transactions sur la chaîne, en vidéo.
Donc, parce que c'est pas si simple. Tu sais, nous, Capet, on a l'habitude, on fait un Ouais. wallet, on est tout le temps dedans, donc ça nous paraît assez simple. Mais pour les nouveaux entrants, c'est pas évident Hmm. de comprendre comment staker, créer un wallet, sécuriser son wallet. Donc ça se passe en vidéo. D'accord. Bah tiens, je vais en profiter du coup. Je monte tes réseaux. Donc, tu es sur Twitter. Ouais. Donc, avec une petite faute dans le arrobas, CryptoHunter00. Et tu es sur YouTube où tu fais différents tutos. Du coup, je vais montrer les plus populaires, par exemple. Tout ce Voilà, qui est airdrop Cosmos, que tu couvres beaucoup l'écosystème Cosmos, mais pas que. Je vois que tu nous parles de Celestia, de Saga, de Dimension. Tu couvres tout. On est sur un rythme pas mal, hein. On est sur 2 vidéos par semaine, ouais, à c'est peu à peu près. près ça. Ouais. Pas mal du Donc, tout. on annonce souvent les nouveaux protocoles, comment y participer. On essaie de faire de la veille aussi. Enfin, j'essaie de faire de la veille parce que il y a tellement de choses en ce moment. C'est pas humainement, c'est pas gérable. Il y a Ouais. beaucoup de projets. Et du coup, on se focalise et on essaye de faire de la veille. Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés un mois avant, ils sont passés à autre chose. Ils ont peut-être zappé qu'ils avaient fait un testnet et qu'il faut le suivre, hein. C'est pas Hmm. évident au début de comprendre tout ça. Après, il y a des Alors, testnets qui sont très chronophages, hein. Je sais pas si je t'ai parlé de Newlink. Newlink, ça me dit quelque chose. Euh, C'est vieux, ça. C'est un vieux dinosaure, ça. Newlink, en fait, le testnet est en cours. Ok. Et tu vois, par exemple, Ah non, c'est c'est un... New Cypher. ouais, Newlink, en fait, ça a été backé par Binance Lab. D'accord. Donc, en gros, ils proposent la sécurisation de fichiers pour les dApps. Ils ont créé un wallet qui permet de transférer des données cryptées. Et le testnet est en cours, donc il fallait monter un node. Il faut y aller constamment, faire du staking, faire réclamer, remettre en staking. Et chaque jour, il faut passer 10 à 15 minutes. Et ça, c'est une course. Franchement, Mhm. c'est une course d'endurance. J'ai commencé, quand j'ai annoncé le testnet, on était à peu près 1000 nodes. Là, on est plus de 60 000 nodes. Mhm. Et c'est très compliqué de rester dans la course. D'accord. Donc, on fait de la veille, on explique comment faire les quêtes. Sur le Discord, les gens peuvent partager leur dossier. Donc, c'est assez sympa. Mais par contre, c'est très chronophage. Est-ce que tu farmes aussi sur des layers 2 comme Blast? Ouais, Blast, j'ai uniquement déposé. Par contre, tu sais, de temps en temps, je tombe sur des petites quêtes Layer 3. Donc, on va dire que ça m'oblige d'aller faire une petite TX dessus, quoi. Hmm. Après, je Hmm, farm hmm. aussi Orbiter, les bridges. Donc, forcément, je passe par Blast. Tu parlais d'un Discord. De quel Discord s'agit-il? Celui de Red? Le mien. Tu en as un? On le Ouais. retrouve où? Attends, je te l'envoie. Je vous le mettrai en description aussi. Je vous le mets dans le chat. Tu me le mets soit dans privé de chat, soit sur WhatsApp. Ouais, je te le mets sur WhatsApp. Hop. Ça marche. Superbe. En tout cas, je vois que ça vous plaît. Mais de toute façon, j'ai bien compris comment ça marche, hein. Il faut vous parler argent, hein, pour que ça vous intéresse. Mais ça fait partie du jeu aussi. Moi, ça me dérange pas, hein, bien au contraire. C'est que des fois, j'essaie d'être dans le fonda et puis des fois, j'essaie de vous parler d'autres choses. Et là, moi, je vous le dis, des gars qui crament vraiment le farming, les Discord et tout, j'en ai pas 10 000 autour de moi. J'ai toi, j'ai Ponzi et quelques autres, mais vous êtes un petit peu mes mentors là-dessus parce que moi, j'ai pas le courage. Après, voilà, je tiens un média, je peux pas être sur tous les fronts, c'est sûr. Oui, bien sûr. Après, moi, je pense que je suis pas le plus expérimenté, mais j'ai des bonnes connaissances que j'aime partager. Je me considère un peu comme généraliste, tu sais. Mm. Et après, dès que j'ai besoin de diguer un peu les fondamentaux, bah, j'oriente soit les gens vers ton média, soit ta chaîne. Et tu vois, tu es plus qualifié là-dedans. Pour le trading, je sais acheter au bon moment, je sais vendre. Mais si j'ai besoin de trading, bah, CryptoPixel, il y a d'autres Français qui proposent aussi de la charte graphique, enfin de l'analyse de charte Mhm. graphique. Et je pense qu'il faut pas tout couvrir non plus, quoi. Ouais, tu peux pas. Tu peux pas de toute façon. Moi, c'est simple, hein, pour être transparent, parce que tu sais, il y a un petit peu ce débat. Tu vois, par exemple, il y en a qui vont dire à des créateurs de contenu qui sont traders, ouais, t'es pas rentable, c'est pour ça que tu mets des liens d'affiliation. Bon, c'est le cas pour certains, c'est pas le cas pour d'autres. Au final, tu peux pas vraiment le vérifier, mais chacun fait son business. Moi, tu vois, je pourrais faire plus d'argent si je faisais que investir, spéculer et pas tenir de médias, évidemment. Moi, j'ai considéré que par rapport à ma size et ma vision long terme, je vais ramasser plus, si je parle purement argent, en tenant un média, en étant connecté pour avoir accès à toutes sortes de choses et de connaissances, que si j'étais juste dans mon coin. Voilà, c'est mon pari. À côté de ça, ça me permet aussi de rester à fond, d'être connecté avec vous. Donc, chacun son truc, en fait, hein. Ouais, et franchement, vous avez donc ça fait très peu de temps que j'ai lancé la chaîne YouTube. Vous avez énormément de mérite. Parce que finalement, quand on présente des projets, quand on veut expliquer à la communauté et avoir un rôle pédagogue, ça prend énormément de temps.
Et on met à côté beaucoup de choses pour pouvoir partager, justement. Et ça, là-dessus, vraiment, vous avez beaucoup de j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites. Hein. Bah, chacun son taf. Chacun son taf et puis chacun son business model. Faut essayer de rester bienveillant. En tout cas, moi, j'ai choisi avec Pixo pour ce média de faire du gratuit et tu vois, on retombe sur nos pattes autrement. Mais chacun son bise. J'ai plus de mal personnellement avec la vente de formation. Je critiquerai pas mes confrères qui le font. Moi, je le ferai pas. Enfin, c'est pas un truc qui m'intéresse, tu vois. C'est pas mon business model. Mais voilà, il y en a qui font du beau contenu sous forme de formation. Ça dépend à qui tu le vends, ce qu'il y a dedans. Chacun son truc, en fait. Hein. Franchement, faut pas se prendre la tête. Oui, exactement. Il faut respecter le travail de chacun. Et je pense que ton média, moi, j'ai l'habitude d'en visiter. Il fait partie voire même le plus lourd média français. Moi, je l'utilise beaucoup pour la catégorie airdrop. Ouais. Donc, ouais, franchement, c'est top. Hein. Ouais, tu peux leur montrer, c'est vraiment un super outil en complément du tableau, enfin du guide de Red Explorateur. Tout à fait. Je vais leur montrer sur Google, hein, Coin Academy Airdrop. Et vous avez liste des meilleurs airdrops. Je vous le montre régulièrement, mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Et vous avez le lien en description, bien sûr. Et vous pouvez voir du coup les airdrops en cours. On vous parle d'IO.net notamment, de Sin Future, etc. Ekubo qui est sur Starknet. Des fois, on a des airdrops pour des wallets. On imagine qu'Rabi va y avoir un airdrop puisqu'ils ont mis en place un système de points. Bref. Donc, vous pouvez choisir et vous amuser. Il n'y a jamais de garantie. Hein. C'est rare qu'il y ait des garanties, sauf si c'est annoncé. Si c'est annoncé, on le met dans la catégorie confirmée. Si on s'en doute, on la met dans la catégorie airdrop potentiel. Et donc, on a un message, excuse-nous, Dark Am City, qui nous dit tu conseilles de faire ça avec ton wallet principal ou un wallet poubelle Non, il faut ce qu'on appelle un burn wallet. En fait, il faut un wallet où on est prêt à perdre ses fonds. Il faut pas mettre beaucoup de fonds dessus. À part, bien sûr, si sur des protocoles comme EigenLayer, on n'a vraiment pas le choix. Il faut quand même mettre des montants assez élevés pour pouvoir être éligible. On parle d'un Ether à l'heure actuelle sur EigenLayer. Donc là, on n'a pas le choix. Donc, il faut que le wallet soit quand même sain. Il faut pas aller approuver n'importe quoi. Yes, ça c'est sûr. Donc, ça dépend de votre size, ça dépend de votre stratégie aussi, parce que vous pouvez vous dire, moi je pense que ce projet, il veut de l'ancienneté, il veut qu'il y ait du volume, etc. Donc là, tu peux potentiellement prendre le risque de faire ça avec ton wallet principal. Ouais. Et tu as d'autres projets où tu sais pas trop si ça va mal finir ou pas, mais tu as envie de jouer, tu mets en place un wallet dédié. Par exemple, sur Cosmos, sur les wallets, il y a quand même un peu de fonds. Hein. Et on a tendance à aller voter et à approuver pas mal de choses. Donc moi, j'ai appris à lire les contrats. Donc, comment tu sais, avec les approve all, les autorisations. Donc ça, c'est important de les comprendre. Comment j'ai appris ça sur les Discord avec l'aide de dev, des gens qui n'étaient pas forcément des grands développeurs, mais qui avaient des bases dans Standardmint, hein, il me semble, sur Cosmos. Donc, qui avaient des bases dessus. Quoi. Ok. Très intéressant. Donc, tu t'es entouré aussi potentiellement pour venir compléter les connaissances que tu n'as pas. Ouais, parce que pour la petite histoire, petit disclaimer, il y a peu de temps, je me suis fait hacker. Je t'en avais parlé, il me semble. Hein. Tu sais, sur Twitter, hein, donc j'ai cliqué sur un compte officiel et j'ai fait un approval en fait. Hein. Et c'était des tokens que j'avais bien achetés en bear market et qui s'apprécient à l'heure actuelle. Donc, je l'ai encore en travers de la gorge. Ça t'a fait très mal ou pas ? Non, parce que ça m'empêche pas d'avancer. C'était pas 90% de mes fonds, c'était un petit pourcentage, parce que ça reste des wallets où on se permet de pouvoir perdre ces fonds-là. C'est dommage, parce que c'est des trucs que j'avais vraiment bien digué. J'avais eu des bons calls. Par exemple, il y avait un des bags, c'était du Uni. Tu sais, je l'ai acheté en plein bear market. Là, on voit qu'il s'est bien apprécié, donc t'as tendance à ruminer, quoi. Et du coup, on te pose une question. Juste créer un autre wallet, c'est ça. En fait, qu'est-ce que fait le hacker, surtout sur l'écosystème Ethereum, hein, je pense que c'est le pire en termes de sécurité, honnêtement. C'est que le hacker, en gros, il va te mettre en place une application qui va faire que quand tu arrives sur le site, soit si tu es simplement connecté, mais bon, c'est rare. J'ai vu des gens se plaindre, dire « Ouais, j'ai rien à prouver, j'ai juste connecté, il m'a siphonné. » J'ai un peu de doute là-dessus, honnêtement. Mais sinon, tu vois, en général... ils se font passer pour un truc où tu vas claim un airdrop, où on va te dire un free mint, on va te dire juste tu paies tes frais de gaz et puis on va te distribuer un NFT ou des jetons, etc. Et donc tu fais pas trop attention et en fait tu lui dis sers-toi. Et là où c'est encore pire, c'est que tu peux lui dire par exemple sers-toi sur de l'USDT en te disant au pire il me tire que mon stablecoin USDT.
Mais derrière le contrat, il va se débrouiller pour venir tirer tous tes autres stablecoins, voir tes Ethers, etc. Donc, ouais, il faut un wallet à part. Donc clé privée à part, clé publique à part, fonds à part. Et si vous commencez à avoir des montants, on va dire, qui pour vous représentent une somme importante, il faut un cold wallet. Ça, c'est important, ça fait une double sécurité dessus. Et ne laissez pas vos fonds sur un simple MetaMask sans cold wallet. Il faut toujours faire attention à ça. Alors, question très intéressante, disqualification pour Sibyl. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la terminologie, Sibyl, c'est quoi? C'est faire une attaque, enfin, essayer d'exploiter les failles d'un système en se faisant passer pour plusieurs personnes sur un réseau, en étant vous-même une seule personne. Par exemple, vous avez différents wallets ou différentes identités numériques, peu importe. Et en fait, créer un wallet exprès, disqualification Sibyl, non. Généralement, les règles de Sibyl, c'est plutôt vous vous êtes amusé à faire des transactions entre les mêmes wallets. Donc, ils vont créer une règle pour dire, bon, bah voilà, c'est la même personne derrière le wallet, ils s'envoient les fonds d'un côté et de l'autre pour créer de la transaction fantôme. C'est pas une utilisation naturelle du protocole, hop, c'est disqualifié. Ou alors, pareil, ils vont retracer sur la blockchain les liens entre différents wallets, ils vont voir un cluster. C'est-à-dire, ils vont dire, OK, je considère que derrière ces 20 wallets, c'est la même personne. Et ben, je dis au-dessus de 3, 5 wallets, peu importe, je disqualifie tout le monde. Ou alors, je limite à 3 personnes. En vrai, il n'y a pas beaucoup d'anti-Sibyl sur ce marché. Ça arrive parfois, mais il n'y en a pas beaucoup. Par contre, Wormhole, pas pour les wallets burner. Wormhole l'a fait il y a peu de temps. Ouais. Donc, ils ont été assez stricts. Trop strict même. Trop strict. Hein. Donc, et pourtant, tu vois, moi j'avais des transactions organiques sur Wormhole parce que je l'ai utilisé par nécessité et avec une vraie utilisation. Et ce wallet n'a pas été éligible au airdrop. Tu as rempli leur formulaire pour te plaindre? Ouais, je l'ai rempli. Donc, je vais checker tous les 2-3 jours, mais je pense que c'est peine perdue. Et c'est un peu dommage. Mais pour répondre clairement à ta question, c'est une bonne pratique de créer un wallet tout frais pour pouvoir participer. Donc ça, c'est pas vraiment un motif de disqualification. C'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire, honnêtement. Et ce que vous pouvez faire, si vous avez plusieurs wallets, c'est de retransférer vos fonds sur un exchange centralisé et de les retransférer sur le wallet que vous venez de créer. Ne faites jamais des allers-retours entre vos deux wallets directement sur la blockchain, ouais. Sur la blockchain, ouais. Parce que comment dire? En gros, le risque en faisant ça, c'est qu'ils fassent le lien entre vos adresses. En passant par un exchange, ils sont quasiment incapables d'identifier que c'est vous derrière. Donc là, c'est pas pour blanchir de l'argent, c'est pour brouiller les pistes que vous faites ça. C'est ça. Après, ça reste légal. Il n'y a rien de comment dire, d'interdit. Hein. Donc, vous retransférez vos fonds, vous les renvoyez sur un nouveau wallet et vous pouvez recommencer à farmer. Oui, alors c'est un peu plus dans la technique. Donc, tu as un wallet fantôme. Tu peux créer des nouveaux comptes. Je crois que c'est suffisant. Mais moi, ce que je te conseille de faire, c'est idéalement, tu crées une nouvelle seed, tu crées tout propre. Ouais, c'est suffisant, mais comme dit Capet, le mieux, c'est de créer une nouvelle seed. Il y en a qui vont un peu plus loin, qui utilisent un wallet par navigateur. Par exemple. Et sinon avec NordVPN. Et toi, tu n'es pas obligé de me répondre. Comment tu gères tous tes wallets? Tu notes sur un bout de papier tes sites, tu as une autre solution J'ai en multi-signature pour les wallets les plus importants. Et sinon, rien de spécial, Ledger et voilà. Okay. Quoi. Ouais. Ok, ça marche. Moi, de mon côté, j'ai plein de techniques. J'ai bout de papier, Ledger. Il peut m'arriver d'utiliser des solutions cloud. Ça dépend en fait du montant et du besoin dans l'instantané d'avoir accès à ce wallet si jamais je voyage avec un PC ou quoi en fait. Donc c'est toujours un curseur à placer, la sécurité, parce que évidemment, si tu mets tout sur un cloud, le risque, c'est que s'ils ont accès à ce cloud, ils prennent tout. C'est un petit peu compliqué, quoi. Voilà, donc adaptez votre sécurité tout simplement, mais des fois il y a un côté pratique aussi, parce que le problème du bout de papier, c'est que s'il est perdu, si vous n'avez pas fait plusieurs fois la seed sur plusieurs bouts de papier, en cas de perte, vous perdez l'argent. Donc vouloir faire trop de sécurité, des fois, c'est contre-productif. C'est ça, et on peut une utilisation quotidienne, c'est comme tu dis, c'est contre-productif. Et après sur Cosmos, donc il y a l'unstake qui dure 21 jours. Donc si vous vous rendez compte que vous avez fait une mauvaise manip, normalement vous pouvez toujours encore réagir, mais il faut s'en rendre compte. Et des adresses de dépôt sur les sexes différents suivant les wallets, oui, tu peux régénérer des adresses parfois.
effectivement. Après, honnêtement, moi, je vais juste pour Cosmos, je repasse sur les sexes, mais sinon, je passe pas de navigateur en navigateur, ça devient trop compliqué à gérer. Ouais. Pareil, ça c'est vous qui choisissez de toute façon. Et après, le but, hein, donc on parlait de Cosmos, le but premier de Cosmos, c'est de mettre ses tokens en staking pour faire du rendement et gagner de l'APR. Donc c'est aussi intéressant de le faire pour ça. Et ensuite, le deuxième point positif, c'est qu'on peut être éligible à des airdrops en le faisant. Je vais répondre à cette question parce que je pense qu'elle est importante, parce qu'on parle beaucoup de faire de l'argent, mais on ne parle pas de comment le protéger, cet argent. Pour la sécurité des transactions VPN antivirus. Alors, déjà, sache que, j'imagine tu poses cette question, tu es sur Windows, qui est le système où tu as le plus de chances de te faire pirater par rapport à du Linux ou Mac. Sur Windows, aujourd'hui, Windows 10, Windows 11, tu as Windows Defender par défaut qui fait office d'antivirus, qui est nettement supérieur très souvent aux solutions payantes que tu peux voir, type Avast, Kaspersky, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si le virus il est un petit peu exotique, quelle que soit ta solution antivirus, elle ne va pas le voir venir parce que le principe d'un antivirus, c'est qu'il connaît déjà le virus en avance, donc il connaît son empreinte numérique. Donc il est capable de l'identifier et de la dégager. Donc ils connaissent des comportements, ces antivirus, ils connaissent des empreintes, mais ils ne connaissent pas tout. Si le hacker il fait bien son travail, il va passer outre les règles de l'antivirus, il va passer au travers. Donc comment tu peux éviter ça? Sache que tout est possible sur Internet, bien entendu. Mais les hackers qui ont des failles de fous malades vont pas s'occuper de toi. Ils ont des plus gros poissons à venir pêcher. Donc, c'est pas j'ai accès, je suis allé sur un site internet, le mec il est rentré dans ma machine comme un fantôme. Non, ça s'arrive pas, hein, honnêtement. C'est plutôt en général que tu as exécuté une cochonnerie. Alors, cette cochonnerie, ça peut être un logiciel piraté, un Photoshop piraté, logiciel de montage, jeu vidéo piraté, peu importe. Tu n'as pas voulu payer 10 balles, tu as mis un exécutable craqué, hop, tarif pour toi. Ça, c'est vraiment la base pour rentrer dans une machine. Ensuite, tu as exécution de fichiers avec faille, type PDF, type .doc, etc. Où tu vas recevoir par exemple un email, quelqu'un qui va se faire passer pour un comptable ou je sais pas, une personne qui souhaite se faire recruter si tu es chef d'entreprise, etc. Tu ouvres l'email, tu exécutes le fichier en pièce jointe, le fichier est vérolé, hop, il rentre dans la machine. Donc, bonne pratique, évite d'exécuter ça sur ta machine. Tu peux par exemple tricher, tu utilises Google Drive ou autre, tu glisses et déposes dans Google Drive et tu lis le fichier via le cloud sur Drive. Comme ça, la vérole, elle est sur les serveurs de Google, elle n'est pas sur ta machine. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un moyen de passer au travers. Tu peux aussi utiliser des machines virtuelles, mais là, c'est un petit peu plus technique. Donc, en fait, il faut que tu sois parano dans les logiciels que tu exécutes, les extensions Chrome que tu exécutes. Et normalement, tout devrait bien se passer. Si jamais tu as un doute, comme quoi ton PC s'est fait pirater, tu le débranches d'Internet. Les hackers n'ont pas encore trouvé la solution pour se téléporter chez toi. Donc, tu es en sécurité si tu n'es plus connecté à Internet. Et puis, tu réinstalles proprement Windows, idéalement proprement. Tu n'utilises pas réinitialiser le système de Windows parce que sur des systèmes, enfin sur des attaques vraiment bas niveau, ils arrivent potentiellement à laisser une vérole sur le disque dur, des trucs comme ça. Enfin, moi, j'ai tendance à être un peu parano par rapport à ça. Donc, tu fais vraiment une réinstallation propre de Windows. Et idéalement, si tu manipules beaucoup d'argent, et bah, tu t'achètes un petit PC à 200 balles. Pas sur le bon coin, parce que là, pareil, c'est sur le bon coin, ils te laissent une vérole sur la machine. Tu t'achètes du neuf et tu peux trouver des PC neufs à 300 balles propres qui feront le travail. Hein. Exactement, ça suffit. Hein. Voilà, ça suffit amplement. Et sur ce PC neuf, tu n'installes pas de logiciel. Tu fais gaffe. Je vais faire une petite aparté et après on va revenir sur le sujet parce que je voulais vraiment parler de la sécurité. Je pense que c'est vraiment important. Sachez que bon, les process ont probablement encore évolué chez les grands groupes, mais par exemple Coinbase, la bourse, eux, ce qu'ils font, c'est que quand ils génèrent des clés privées pour les clients, pour la gestion des fonds des clients, ils font ça dans des zones où il n'y a pas d'ondes, que ce soit Bluetooth, radio, Wi-Fi, 4G, etc. Ils se mettent dans des espèces de tentes avec des brouilleurs. Ils génèrent les clés avec du matériel neuf sur de l'imprimante neuve. Et ensuite, ils détruisent le matériel pour ne pas laisser de traces après coup. C'est-à-dire le Mac ou le PC, peu importe, il imprime les clés, l'imprimante pareil, et les deux sont détruits pour ne pas laisser de traces. Mais là, on est sur des niveaux vraiment militaires pour la sécurité. C'est pas nécessaire pour vous. Tout ce que vous devez éviter, c'est que quelqu'un s'introduise sur votre machine. Et si vous avez peur de ça, solution Cold Wallet, Ledger, Trezor ou autre, où vous gardez ça sur un appareil physique ou alors une seed sur un bout de papier. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si cette seed que vous notez sur un bout de papier, vous l'avez récupérée depuis un MetaMask sous forme d'extension Chrome ou etc.,
comprenez bien que vous l'avez généré sur un PC qui est connecté à Internet. Donc, idéalement, il faudrait que la seed, elle n'ait jamais été notée sur un ordinateur, connectée à Internet. C'est pour ça que Ledger existe, par exemple, quand vous générez votre clé, elle est affichée sur votre Ledger. À aucun moment, on vous l'affiche sur l'application Ledger Live. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il faut rajouter aussi qu'il ne faut pas se balader sur des sites vérolés. N'allez pas naviguer sur n'importe quoi si vous utilisez un PC uniquement pour la crypto. Et aussi, n'allez pas sur les réseaux publics Wi-Fi. Ça, c'est vraiment un truc à pas faire dans les aéroports, dans Ouais, les les McDo. aéroports, les hôtels, les McDo. Exact. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est des réseaux non sécurisés. Donc, si quelqu'un est connecté sur le même réseau que vous, il peut filtrer les paquets qui tournent sur le réseau. Et si ces paquets ils sont en clair, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas chiffrés, il récupère les données et il les utilise de son côté. Les mots de passe, les seeds, etc. Ledger n'est pas totalement open source, tout à fait, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de piratage lié au hardware wallet pour le moment. Voilà. Donc, tu veux continuer sur un peu le mix pour la chasse aux airdrops? Ouais, alors je vais reprendre un petit peu ce qu'on s'était noté pour avoir des inputs. Est-ce qu'on parlerait pas un peu plus ICO, IDO, NFT? Ouais, on peut parler de NFT, ouais. J'en ai quelques-uns en ce moment. Je suis un peu exposé. Pas énormément, mais je suis un peu exposé. NFT, je suis exposé au niveau gaming, tu sais, sur Illuvium. Donc, je prends toujours des NFT qui ont une utilité. Hein. Donc, moi, je suis fan de tout ce qui est land. Donc, Illuvium, j'en avais pris au lancement. J'en ai racheté pendant le beer. Et pour l'instant, c'est pas forcément payant, mais il y a eu des airdrops en parallèle. Ils ont largué du fuel pour ceux qui détenaient des NFT, donc des lands sur Illuvium. Il y a bien sûr ETH Lizard, je ne sais pas si tu connais. J'ai vu ta PP, mais je ne sais pas ce que c'est. Ouais, ETH.Lizard, en fait, c'est un NFT qui a d'utilité parce que si tu le mets en staking, tu peux t'exposer à des investissements à la même échelle que les VC. En fait, et tu es exposé à tout ce qui est gaming. C'est pas mal. C'est backé par. C'est soutenu par Kieran d'Illuvion, donc le frère du mec qui a monté. Ok, je vois. Ouais, tu vois. Ok. Il y a ça, et bien sûr, Cross the Edges. Exactement. Donc, je pense que tu es aussi positionné dessus, il me semble. Hein. Ouais, j'ai des packs. J'ai un pack Legacy, donc premier mint, et j'ai 2 packs normaux supplémentaires. Clairement, l'investissement du siècle en NFT me concernant, ça a été catastrophique côté Aurori. C'est le seul truc que j'ai acheté, mais je me suis rattrapé avec Cross the Edges. Donc, je suis positif sur les NFT. Tu as eu la chance d'avoir un Legacy Pack? Ouais, grâce au Legacy Pack qui vaut quelques milliers de dollars pour quelques dizaines de dollars investis me concernant, mais même les packs normaux. Hein. Je dois avoir pour un peu plus de, peut-être 1500 dollars de pack pour pareil, une centaine de dollars investis. Donc, c'est vraiment un gros coup de bol. Et là, pour le coup, j'y suis allé en mode au culot. J'ai swappé des Ethers pour du Polygon, j'ai mint sur Polygon et ça a payé. Question très intéressante te concernant. Est-ce que tu cibles combien de wallets tu utilises? Est-ce que tu te dis ce projet, j'y vais avec un wallet ou est-ce que tu en mets plusieurs et tu scales les fonds et les transactions? Ça dépend. Pour tout ce qui est staking, je vais faire du multi-wallet. Combien? 3, 5, 10, 20 Cosmos, ça peut monter à 10 wallets. Ok, ça va. 10 wallets, en fonction du tableau que je t'ai envoyé avec les allocations, tu sais, ouais, je vais leur montrer. Pour être bien ranké au niveau des probabilités d'éligibilité, en fait. Et ça, c'est du staking, donc tu peux te permettre de faire de 10 wallets parce que tu vas pas travailler dessus tous les jours. Après, pour des wallets comme zkSync, Layer 0, c'est un peu plus compliqué. Et surtout que maintenant, il y a la proof of humanity. Donc, c'est toujours difficile de lier son wallet à son humanité, en fait. Ça devient de plus en plus complexe. Et tu sais, en parlant d'NFT, tu parlais d'NFT, j'avais acheté le NFT sur Ninea Voyage, le testnet. Ouais. Donc, c'était l'Omega. Et j'ai fait un petit move un peu dégénéré il n'y a pas longtemps. Donc, je l'avais acheté 100 $. Et comme j'avais plusieurs adresses dessus, je me suis dit, ça va être compliqué de faire le POH. Alors, du coup, je l'ai vendu à peu près 500 $. Je me suis amusé à me taper tous les bridges. Donc, Squid Router, Mayan. Je suis passé sur Solana et là, j'ai acheté un téléphone Solana avec ça. Saga, voilà, exactement. Et je monte tout ça en vidéo, donc c'est assez sympa. Donc, ça montre ce qu'il est possible de faire. Donc, et là, on a déjà eu un airdrop sur les détenteurs du badge Early Adopter. Et on a eu un airdrop équivalent à 100 $. Donc, finalement, je pense qu'on va être payé à acheter un téléphone Solana. Donc, c'est plutôt bon signe pour le moment.
Très bien. Je vais te demander de nous décrypter ce tableau que tu m'as envoyé. Donc, on voit différents tickers, Atom, donc Cosmos Hub, Celestia, Osmosis, Injective, Dimension, Saga qui va arriver. Ouais. On voit différents niveaux de pourcentage et on voit différents montants stakés. Alors, c'est le montant en Atom, c'est pas un montant en dollars. Exactement, c'est le nombre d'atomes que tu stakes et qui te. Enfin, tu as la position par rapport au top staker, en fait, hein. Ouais, Et par rapport à ça, tu d'accord. peux déjà estimer une allocation qui va te permettre d'avoir un airdrop assez parlant, assez récompensant. Oui. Alors, je vais rentrer plus en détail. Il faut savoir que dans les airdrops, il y a plusieurs façons de distribuer. Soit ils définissent un espèce de prorata, très rare. Soit ils définissent des tiers. Où en gros, ils vont dire, bon, bah, au-dessus de 20 jetons, il y a là tant, entre 20 et 50, il y a tant, 50 à 100, il y a tant, etc. Et donc là, comment c'est articulé? Bah, en gros, c'est de dire, on regarde combien il y a d'atomes pour les top adresses qui possèdent de l'atome. Ça vous permet du coup de savoir si vous êtes top 50 000, top 25 000, Voilà. etc. Parce qu'il y a plein de gens qui créent plein de wallets. Il y a des fonds d'investissement, il y a des entreprises. Il y a plein de gens qui font plein de wallets, hein, et qui s'amusent à pas créer de lien entre. Donc c'est ça le fameux Sibyl, c'est justement comment faire croire au protocole et aux personnes derrière le protocole que ce sont des personnalités uniques, alors qu'en réalité c'est une personne derrière des dizaines voire des centaines de wallets. Il y a encore une difficulté qui se rajoute justement sur le staking de Atom ou de Celestia, par exemple. C'est en fait, on a plus de récompenses si si on restake nos récompenses de staking. Donc, si on fait grandir notre bague en staking, on est potentiellement plus récompensé. Et c'est ce qui s'est passé sur Saga. Donc, les gens qui avaient remis des atomes pendant cette durée, il y avait une plage qui était ouverte pour la snapshot. Et les gens qui avaient rajouté de l'atome ou du Celestia ont eu plus de tokens. Ok. Ok. Surtout que, bon, là, on est sur un écosystème un peu particulier, c'est l'écosystème Cosmos. Il faut savoir que avec de l'atome, vous pouviez choper de l'osmo. En stakant de l'osmo, vous pouviez choper du Juno. Avec le Juno, vous aviez du Neta. Toujours avec du Osmo, vous pouviez avoir du TIA, aussi avec Atom d'ailleurs. Vous pouviez avoir du Injective, si je dis pas de bêtises. Oui. Du Dimension, du Saga. Et en fait, du coup, ça fait que si vous aviez un certain trigger, juste en remettant en staking continuellement vos trucs, en fait, vous chopiez d'autres choses. Je tiens à vous dire quelque chose par rapport à ça. C'est vrai que là, vous devez vous dire, je vais acheter tous les jetons Cosmos, je vais tout mettre en staking. Bon, ça marche très bien au début. Ça paye parce que vous avez fait ces efforts en plein bear market, quand personne n'en voulait. Et que du coup, bah, les jetons étaient déjà pas chers parce qu'ils avaient pris moins 95%, moins 97%. Donc, ça veut dire qu'ils avaient divisé par 30 leur valeur. Là, les jetons ont bien remonté et tout le monde est sur le coup, hein. Donc, Ouais. l'objectif, c'est pas de vous dire, ouais, regardez comment on s'est gavé avant, maintenant c'est trop tard. C'est pas trop tard. C'est juste que vous n'allez pas autant manger que ceux qui ont mangé avant. Ça, je tiens à vous le dire. Et aussi, Capet, si je peux rajouter, regardez les libérations de tokens. Parce qu'on sait que sur Celestia, donc ça va arriver fin d'année. C'est Je aussi leur pour ça montrer. que moi, j'ai pas vendu un token. Donc, je me suis dit, bon, à part les récompenses de staking des VC, il n'y a que ça qui met une pression baissière sur le marché. Donc, c'était intéressant de les holder, de les staker. Celestia, Dymotion, pareil, l'unlock, c'est l'année prochaine. Donc, tout ça, c'est des critères à prendre en considération dans vos choix. Et justement, sur la chaîne, on parle de tout ça, hein. On ne fait pas de conseils en invest parce que déjà, j'ai pas le droit et c'est interdit. Mais on essaye d'expliquer l'utilisation de certains outils comme Token Unlock. Là, tu es sur quoi? T'es sur CryptoRank. CryptoRank, exactement. Et tout ça, c'est important d'aller checker ces tokenomics, ces libérations quand vous investissez soit dans un projet ou quand vous voulez le bloquer pour du long terme. Donc là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? On a 26% de tous les jetons qui sont débloqués à peu près. Donc ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de jetons. On peut voir les dates de déblocage progressives. Mais la prochaine, elle va être violente. On débloque à peu près 17% supplémentaires. On passerait de... Du coup, j'ai dit combien, pardon? J'ai dit 26%. Prochain déblocage, 17%. Pour passer directement à 43% du supply. Et ça, vous pouvez le visualiser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveaux jetons débloqués pendant toute cette plage de temps. Voyez. Et à la date de octobre 2024, il va y avoir beaucoup plus de jetons. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura une anticipation de fait. Donc, pour le moment, les gens réfléchissent comme Hunter, en mode, bon, il y a le temps, donc pour le moment, on garde, il y a des airdrops à manger, le marché, il se porte bien, etc., etc. Et plus on va se rapprocher de l'échéance, et plus les gens vont anticiper et se dire, je vais pas attendre au dernier moment parce qu'il y a des clowns qui vont attendre au dernier moment. Donc, moi, je vais le faire un petit peu avant. Je vais unstaker.
qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces jetons qui sont bloqués, que vous ne pouvez pas vendre, sauf si vous êtes passé par des protocoles de liquid staking, vous allez devoir attendre 21 jours, je crois, ou 21 jours, ouais. 28 jours, ouais, 21 21 jours sur sur Cosmos. Celestia. Donc 21 jours pour initier l'unstaking. Pendant ces 21 jours, vous ne pouvez rien faire, vous n'êtes même plus éligible au airdrop, etc. Donc il faut bien calculer son coût. Et après les 21 jours, vous récupérez l'accès à ces fonds et vous allez pouvoir les vendre. Donc il faut anticiper au moins 21 jours, plus anticiper aussi le fait que d'autres vont le faire au dernier moment. Il y en a plein qui vont même pas savoir qu'il y a une histoire de 21 jours. Tout le monde a la news là. Hein. C'est plus comme avant, il y a des outils qui facilitent les recherches et tout le monde a le même degré d'information. Et pour moi, c'est déjà pricé, on va dire. Hein. Mais Ouais. Après, ça veut rien dire. On a eu des unlocks sur Solana qui ont prouvé totalement l'inverse. Hein. Ouais, ou Arbitrum récemment, ça n'a eu aucun impact. Ouais, aucun impact. C'est contextuel, mais c'est important de le savoir. Alors, tu disais Dimension, c'est l'an prochain, du coup. Ouais, c'est l'année prochaine. Donc, vous voyez, vous allez sur Chart pour avoir une visualisation sympa. Donc là, pour le moment, on a un déblocage linéaire de quelque chose comme 0,4% par mois. Et puis, ça va s'accélérer à partir de l'année 2025, où on sera plus sur du 0,4, mais on va rajouter quasiment 2%. Ouais, 2%. Donc, forcément, les jetons seront moins rares, la capitalisation de marché va augmenter, etc. Donc, c'est intéressant de prendre en considération ces données. Ça fait beaucoup de données, hein, si vous n'êtes pas habitué aux crypto-monnaies. Il n'y a pas une règle absolue. Non. Il n'y a jamais de règle absolue. Mais plus vous allez mettre votre nez dans ce marché, plus vous allez comprendre. C'est comme la musculation, c'est comme la drague, c'est que par la pratique que vous allez comprendre. C'est ça. Et tout ça, il faut aussi le combiner à où on se trouve dans le cycle. Si on arrive à le timer, c'est aussi important. Alors justement, on va parler de cycle. Je pense que c'est hyper intéressant d'en parler. Personne n'est devin. Personne n'est devin et les seules choses qu'on peut utiliser, c'est notre expérience sur le marché et nos convictions. Notre expérience nous dit que jusqu'à preuve du contraire, on est sur un marché qui est cyclique et qui est lié plus ou moins au halving Bitcoin, c'est-à-dire tous les 4 ans. Donc généralement, un peu avant le halving, ça commence à monter. Après le halving, ça monte très fort. Puis il y a un pic, puis ça s'effondre. Ça s'est toujours passé comme ça. Ça ne veut pas dire que ça passera toujours comme ça, mais jusqu'à preuve du contraire, ça s'est toujours passé comme ça. Voilà. Ensuite, il y a vos convictions. Alors, méfiez-vous de la conviction. Cette fois, c'est différent parce que celle-là, généralement, elle fait très mal. Comme vous dire, exemple, au cycle précédent, tous les institutionnels s'y mettent, Tesla, Elon Musk, Michael Saylor, patati patata, le marché, il ne peut plus corriger comme avant. On l'a vu que c'était faux. Ça corrigeait pareil. Là, maintenant, on se dit, il y a les ETF Bitcoin avec BlackRock. BlackRock qui tokenise sur Ethereum. Ça ne va pas corriger comme avant. On verra. Là-dessus, j'ai mis quelques doutes sur ce niveau de naïveté. Donc, faites gaffe à vous. Et voilà, donc là, on se dit, bon, peut-être que 2024, on va manger. Mais rien ne nous dit que peut-être ça va s'écourter très vite. Hein. Donc, plus vous gagnez d'argent, plus c'est important de se dire peut-être que je vais me payer, peut-être que je vais sécuriser un peu de mon pactole en stablecoin au cas où ça corrige. Et ça, on le répète assez souvent. À chaque fois que je fais une vidéo, moi, j'essaye de le répéter. Essayez de prendre du bénéfice. Si vous avez fait un x2, x3, essayez au moins de payer vos frais de gaz et de ne pas être perdant parce que ça peut redescendre très vite. Hein. Et là, il y a justement des protocoles qui sont intéressants à farmer, mais c'est pas sans risque non plus. Ça se passe sur Solana. Donc, je pense à Parcel. T'as dû couvrir aussi le sujet. Ouais, sur Solana, ouais, on l'a couvert tout à fait. Donc, moi, ce que je fais, je prends du BNF, je le bridge, j'utilise les bridges et je le mets sur Parcel. Et là, actuellement, donc ça me permet d'avoir un bon ranking. Je suis dans le top 15 000, il me semble. Donc, pour farmer un airdrop et avoir de l'USDC en cas de dump. Et pareil, dessus, il y a aussi un unlock à prendre en considération. Quand on fournit de la liquidité à Parcel, il y a un mois, il me semble, où l'USDC est bloqué. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres trucs un petit peu plus exotiques peut-être ou que tu voudrais partager ou tu gardes les filons? Ouais, on va garder les filons. Après, je suis sur quelques testnets que je pense que tout le monde connaît. Donc, il y a Berachain. Berachain, ça a tendance à être... très attendu. Voilà, c'est très attendu. Ça va être très dilué. Mais je pense que c'est un peu sous-estimé parce que c'est une nouvelle preuve de sécurisation, la proof of liquidité. C'est un protocole qui reste intéressant. Ils viennent de lever 69 millions. Pour une valorisation facile de 1,5 milliard, 2 milliards d'ailleurs. Je pense que faire des TX dessus de temps en temps, c'est pas déconnant. Et sinon, moi, je suis vraiment bullish sur Fuel Network. Fuel Network, le layer 2 UTXO. C'est ça, là. Donc c'était un optimistic roll-up. Là, ils ont un peu fait évoluer le projet. Ça devient une couche d'exécution modulaire. Donc, ils savent s'adapter. L'équipe est lourde. Donc il y a pas mal d'ingénieurs. C'est Nick Dodson, hein, c'est ça.
Un des premiers Je sais devs, pas. ouais, c'est Je un sais des pas te premiers dire. devs sur Solidity. Donc, je pense que c'est un bon projet. Là, ils sont actuellement en testnet gratuit, bêta 5. Bon, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Il y avait plus de choses qui fonctionnaient à la bêta 3. Mais pour moi, c'est des projets qu'il faut avoir sous le radar et aller faire quelques TX dessus, ça mange pas de pain. TX et transactions, si jamais, Ouais. les gars. C'est ça. C'est vrai qu'on a notre vocabulaire, on a tendance à trouver ça évident, mais ça ne l'est pas nécessairement pour tout le monde. Berachain, les tests sont éclatés. Bah après, peut-être que ça peut mettre dehors des gens. Moi, je me souviens des gens se plaindre de SUI, pas de SUI, de C. Ouais, C, catastrophe, SUI, catastrophe et tout. C'est, moi, j'aurais écouté ma communauté. Le truc partait à zéro. D'ailleurs, ça m'a influencé. Parce que moi, je me suis dit, c'est une VC chain sur Cosmos. On prend l'interopérabilité, on reprend les codes de Solana, on dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. J'aurais pu le prendre en dessous des 20 centimes. Tu vois, il est quasiment à 1 dollar. Donc, je le suis assis. Donc, là, j'écoute ce que vous me dites. Hein, mais des fois, putain, vaut mieux pas trop que je vous écoute, quoi. Ouais, c'est sûr qu'il faut pas trop se laisser influencer. Et après, donc, montage de nodes, il y a un projet qui me hype pas mal, c'est Babylon. Ouais, sur Cosmos. Ouais, Tokenisation de Bitcoin, c'est ça? c'est ça, staking natif sur Bitcoin. Donc, c'est un projet qui est intéressant. Actuellement en testnet, il y avait un NFT à claim. Donc, bon, c'est des trucs que j'aime pas trop parce que là, il fallait se précipiter pour claim. Il y en avait 100 000. Donc, je l'ai fait. Là, actuellement, le NFT s'échange aux alentours des 128 dollars. Moi, personnellement, j'en ai racheté un autre pour un second wallet, en plus du mien. Et ce soir, là, donc dès que je finis avec toi, je vais monter le node sur Babylon. Okay. Et je voulais partager aussi un outil que j'utilise. C'est pas un outil, c'est plutôt un médium qui est fait par un Français. C'est Brazenode. Ouais, Brazenode, je vais leur montrer. Ouais, très très lourd. Et donc là, le tuto sur Babylon est tombé il y a 12 heures, donc moi je communique avec lui. Il est tombé hier. Et moi, ce soir, je vais monter le node et on pourra, en fin de tuto, vous voyez que vous pouvez lier le node au compte Discord. Ça sera une chose importante à faire. Donc, bon, on a un épinglé Gunlayer et voilà, il y a un jour, Babylon, lancez votre propre nœud, c'est un tuto en français. Et dans ce tuto, vous l'avez aussi en anglais, si vous voulez partager à des potes anglophones. On vous explique de quoi il s'agit rapidement, et puis on vous explique tout, hein, pour le coup, comment configurer un VPS, donc un serveur distance, c'est-à-dire que vous louez un serveur, vous allez pouvoir vous connecter à distance à ce serveur, comme si c'était votre propre ordinateur qui était chez vous, et vous allez pouvoir exécuter des commandes, et vous n'avez pas besoin de connaissances particulières, parce que vous avez juste à lire ce qu'il vous dit, et exécuter BT méchant. Et c'est un super moyen pour passer de « j'y connais rien », aussi bien en crypto qu'en informatique, à « je commence à gratter des serveurs », et peut-être qu'un jour, ça va vous passionner et peut-être que vous allez trouver du boulot dans de l'administration système. Hein. On commence tous avec des tutos, il n'y a pas de honte, vous inquiétez pas. Et c'est que du copier-coller. C'est très facile à mettre en place, c'est accessible à tout le monde. Pour le soutenir, vous pouvez prendre son lien vers Contabo, hein, bien sûr, hein, c'est dans le médium. Hein. Ouais. Et aussi, si vous avez la flemme de monter un node par vous-même, il y a des moyens actuellement qui permettent d'avoir des nodes clés en main. Je ne sais pas si tu connais EasyNode. J'en ai entendu parler. Tu conseilles ça, toi? J'ai pas testé. Je sais que j'ai des membres de la communauté qui ont testé. Ils ont testé aussi Sphéron. Ok. Donc, Sphéron pour Havaï. Attends, j'ai les tarifs. J'en ai parlé tout à l'heure, justement. Sphéron, comment ça s'écrit? Ouais, c'est comme ça. Sphéron Network. Ouais, ok. Je vous mets tout ça en description YouTube. Je vais vous envoyer ça dans le chat pour les intéresser aussi. Excusez-moi, j'essaie de suivre un peu tout ce que je fais là. Donc, déjà, Brazenode, je pense que ça va vous intéresser. Voilà. Ensuite, on a dit EasyNode. Je vais vous laisser le Twitter. Et Sphéron Network. Là, tu vois, alors je ne connaissais pas du tout. Hein, pour le coup, Sphéron, c'est mon modérateur qui l'a utilisé. J'ai un modérateur sur Discord. D'ailleurs, je fais une petite annonce. Je recherche des modérateurs si ça intéresse des gens. Pour le Discord. Pour le Discord. Ouais. Ok. Commande, contact, YouTube, Twitter. Twitter, ouais, Twitter, peu importe. Même sur Discord directement, il n'y a aucun souci. Donc, le modo a pris le Lightnode pour Havaï. Ça lui coûtait 15 € par mois. Donc, je trouve que c'est pas déconnant par rapport au prix des VPS sur Contabo ou autre. Hein. Et là, moi, je vais checker. J'ai envie de tester par moi-même, mais je vais checker le nœud en main pour Elixir, justement. Super intéressant. Écoutez, moi, je pense qu'on va s'arrêter là. Comme ça, on a un format bien condensé de plein de trucs. On aura l'occasion de rediscuter avec grand plaisir. C'est que là, franchement, c'est tellement top. On a parlé de tellement de trucs. On a parlé de sécurité, de airdrop, d'ICO, de machin. Moins de NFT. Bon, c'est pas grave, ça paye moins. MDR. Donc, on va rester là-dessus. Comme ça, ils vont pouvoir passer un peu sur ta chaîne, etc. Moi, ça me fait plaisir. Je te remercie. On est dans la même logique. Hein. Merci pour ton accueil. C'est vraiment sympa. C'était un bon échange. Donc, très content que tu m'aies accueilli sur ta chaîne.
Bah écoute, plaisir partagé. Regarde, ils ont bien kiffé. Donc ça, c'est cool. Et on se retrouvera, pour ceux qui m'écoutent sur Twitch actuellement, dans un live avec Carbonable demain, qui est encore un projet sur Sarknet. Je suis désolé, vous allez encore dire machin truc. Je suis investisseur Carbonable depuis 3 ans. Donc je suis actionnaire chez eux. Et de temps en temps, je vous en parle. Et là, on va parler justement des nouveautés qui arrivent sur Carbonable, et notamment un système de points avec un leaderboard. Voilà, pas besoin d'en dire plus. Et on va se tenir au courant du coup de tout ce qui se passe. Ça va être très intéressant, ça va être plus technique. Alors Carbonable, en quelques mots, c'est un projet de Green DeFi, donc ça cumule NFT, DeFi, Real World Assets. C'est de la tokenisation on-chain, donc on est vraiment dans un cas applicatif de quelque chose d'utile dans le monde réel, puisqu'il est question ici de tokeniser des projets de régénération de la planète. Voilà. Où vous allez pouvoir faire du bien à la planète, mais aussi récupérer un yield en crédit carbone. Et vous avez la possibilité soit de vendre ce crédit carbone à court terme, soit à moyen terme, soit à long terme en fonction de votre vision, parce que vous pouvez considérer que le crédit carbone va prendre de la valeur. Vous avez aussi la possibilité de burn ce crédit carbone si vous êtes une entreprise qui justement émet beaucoup de CO2, pour pouvoir justement devenir carbone neutral en fonction de votre besoin, parce que au fur et à mesure, les lois vont passer, ça va devenir de plus en plus obligatoire en fonction des groupes. Donc eux, ils sont assez avant-gardistes là-dessus. C'est une approche capitaliste du sujet. J'ai beaucoup aimé, donc c'est pour ça que je suis rentré en tant qu'actionnaire chez eux. C'est d'ailleurs le seul projet dans lequel je suis actionnaire en crypto. Voilà, donc je termine là-dessus. Merci beaucoup Crypto Hunter. Tous les liens sont en description. Vous aurez la rediffusion sur ma chaîne YouTube. Si vous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à celle d'Hunter. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. Allez, merci. Ciao, ciao.